Chapitre 2. Elle dit, le médecin sans hôpital. Le rêve d'une enfance. Tomber n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Ce n'est que. Depuis l'âge de 10 ans, elle rêvait de porter la blouse blanche, non pour le prestige, mais pour guérir. Elle rêvait aussi de justice, d'égalité et de mérite. Mais au Cameroun, le mérite est souvent une monnaie qui ne pèse pas lourd. Elle prépara le concours de médecine avec acharnement, mais le destin, ou peut-être la corruption ambiante, la fit échouer la première fois. Le choc fut brutal, mais elle ne céda pas à l'amertume. Son père lui dit alors, « Ma fille, un lion ne recule pas devant une flèche. » Elle fit une seconde tentative. Cette fois, elle réussit. Elle intégra la faculté de médecine de Yaoundé. Elle rencontra de nombreux obstacles, entre autres, A. L'endurance académique, un combat quotidien. Une fois intégrée, la formation en médecine devient un véritable marathon pour Eldi. Les premières années sont accablantes. Une charge de travail immense, une matière dense et technique, une pression constante pour être parmi les meilleurs. Les cours sont donnés à un rythme effréné et la compétition entre étudiants est exacerbée. Les journées commencent à l'aube et se terminent à minuit. Les heures passées à étudier sont interminables et parfois, elle se demande si elle parviendra à tenir le rythme. La peur de l'échec est omniprésente, mais elle se force à persévérer. Mais les ressources sont limitées, manque d'équipement et d'infrastructures. La formation théorique, bien que solide, laisse très peu de place à des moments de répit. Les étudiants sont souvent seuls face à leurs livres. Bien que la faculté de médecine soit réputée, l'absence de méthodes pédagogiques adaptées au contexte camerounais et le manque de matériel moderne rendent l'enseignement difficile. Nous apprenions sur des corps de mannequins parfois déformés, à l'état de dégradation, parce qu'il n'y avait pas de budget pour renouveler l'équipement. Se souvient-elle avec amertume, compte tenu. La situation des infrastructures médicales dans les hôpitaux universitaires où elle dit fait ses stages est une autre épreuve. L'hôpital où elle fait ses premiers stages est mal équipé et manque de médicaments. Les machines sont souvent en panne, les équipements sont obsolètes, les étudiants sont contraints de faire face à des conditions précaires pour apprendre des gestes médicaux essentiels. Les salles d'opération sont insuffisantes, il n'y a pas assez de place pour tous les patients et parfois il manque des instruments aussi simples que des gants de stérilisation. Cela m'a appris à être ingénieuse dans ma pratique, mais aussi à ne pas me laisser abattre par ces manques, à rester concentré sur l'essentiel, sauver des vies avec ce que j'ai. C'est des expériences difficiles à supporter. Pendant ses stages dans les hôpitaux publics, elle dit fait face à la dure réalité des soins de la santé dans les établissements publics du Cameroun. L'afflux massif de patients, souvent dans un état grave, associé à un personnel médical surchargé et sous-payé, transforme les stages en véritables épreuves physiques et psychologiques. Les horaires de travail sont excessifs et le manque de repos pèse sur la santé mentale des étudiants. De plus, il y a une distance marquée entre les enseignants et les étudiants. Le soutien psychologique est quasi inexistant. Elle dit, voit de nombreux camarades craquer sous la pression. Il m'est arrivé de voir les étudiants partir en crise de panique, incapables de gérer la souffrance des patients et l'ampleur des tâches. Les médecins eux-mêmes, épuisés par des journées de travail interminables, étaient parfois démunis face à l'ampleur des besoins de santé de la population. D. L'inégalité des chances, la lutte pour les résultats. Au fur et à mesure que la formation progresse, elle dit prend conscience des inégalités flagrantes
entre les étudiants. Ceux ayant des soutiens politiques, des parents médecins ou des liens avec des responsables dans le secteur de la santé ont souvent un avantage en matière de stages pratiques, voire même de bourses ou de financement pour leurs études. Elles réalisent que la médecine, censée être une vocation basée sur la compétence et la dévotion, est également un terrain de lutte de pouvoir où les relations et l'argent jouent un rôle aussi crucial que la capacité académique. C'était comme si mes efforts étaient invisibles face à l'arrière-plan de ceux qui avaient des contacts, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui pouvaient s'offrir les meilleures opportunités. Le stress psychologique, la solitude et la pression existentielle. La pression mentale sur les étudiants en médecine est colossale. Ceux qui échouent à certaines matières ou sont rattrapés par des échecs à des examens doivent souvent refaire une année, ce qui prolongera leur parcours. Elle dit, bien que déterminée, vivait des moments de doute et de découragement, car l'issue de sa formation semblait toujours lointaine. Mais l'espoir est une arme. Il faut s'en servir à bon escient, se dit-elle à chaque fois qu'elle sent ses forces faiblir. Elle puise dans sa foi et sa résilience. Mais à quel prix? Ces difficultés tant matérielles qu'immatérielles forgea le caractère d'Eldi. Chaque obstacle devenait pour elle une leçon de résilience et de détermination. La médecine, pour elle, n'était pas seulement une science, mais aussi un combat constant contre des structures souvent trop rigides et inéquitables. Ces années de formation, bien qu'éprouvantes, lui ont permis de comprendre qu'il ne suffit pas de guérir des corps. Il faut aussi guérir les systèmes qui les oppressent. La fin des illusions. Quand tu t'attends à la justice, la réalité te rappelle qui dirige le pays. Le jour de sa graduation fut un feu d'artifice dans son cœur. Elle portait sa torche avec fierté, son serment d'Hippocrate dans la gorge et l'étoile de l'espoir dans les yeux. Mais très vite, l'espoir fut dévoré par la réalité. Les premières semaines passèrent sans nouvelles, puis les mois. Elle déposa des dossiers dans les hôpitaux, publics et privés, supplia, attendit. Mais à chaque coin de la rue, le même refrain. Nous n'avons pas de place. Ou pire, avez-vous un parrain? Un jour, elle vit un de ses anciens camarades, à peine médiocre, nommé à un poste administratif grâce à son oncle, haut fonctionnaire au ministère de la Santé. Ce jour-là, quelque chose en elle se brisa. Au Cameroun, on ne postule pas, on s'infiltre, lui souffla un ami médecin. Elle découvrit que les concours d'intégration étaient souvent simulés. Les résultats étaient décidés avant même les épreuves. Les journaux dénonçaient parfois les irrégularités, mais tout retombait dans l'oubli. Les grandes promesses de la politique gouvernementale, poudre aux yeux. Des plans d'embauche présentés à la télé, mais jamais appliqués. Des ministres promettant des emplois massifs, tandis que les jeunes professionnels méritant être sacrifiés sur l'autel du clientélisme. On ne construit pas une nation avec des slogans, mais avec des actes, pensait-elle amèrement. Plus d'une fois, elle envisagea de quitter le pays, mais elle restait pour sa mère, pour les enfants du quartier qui la voyaient comme un modèle, pour ceux qui, comme elle, avait cru qu'être bon suffisait. Un soir, en rentrant d'une journée où elle avait encore été humiliée dans un hôpital où on lui avait dit, ici, ce n'est pas ton bulletin qui te donne ta place, c'est ton nom. Elle éclata en sanglots. Dans la nuit noire de Yaoundé, elle comprit que sa bataille n'était plus contre le chômage, mais contre l'injustice systémique. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Mais que vaut une arme si l'on n'est désarmé par le système?
le jour où tout a basculé. L'injustice, lorsqu'elle frappe un proche, devient un poignard dans la chair. Un matin pluvieux, elle reçut un appel de sa mère. Son père, malade depuis des semaines, venait de faire un malaise grave. Il fut transféré d'urgence à l'hôpital central. Elle accourut, le cœur battant, priant pour le trouver vivant. Mais ce qu'elle trouva, c'était le chaos. Des couloirs débordants, un personnel débordé, un médecin absent, des brancards alignés comme dans un champ de bataille. Son père était là, allongé, gémissant de douleur. Il avait besoin d'un scanner, mais la machine était en panne. Il fallait aller dans une clinique privée, à ses frais. Le temps de réunir l'argent, le temps de trouver une ambulance, le temps de supplier une infirmière pour qu'elle accorde un peu d'attention. Le temps avait fait ses œuvres. Quand elle revint avec les résultats et les médicaments, il était trop tard. Il était mort. Mort non pas de sa maladie, mais de la lenteur. Mort d'indifférence. Mort d'un système défaillant. Le système de santé de notre pays tue plus que les maladies. Écrira-t-elle plus tard dans un post Facebook devenu viral. Ce jour-là, quelque chose en elle mourut aussi. Elle avait tout sacrifié pour servir un pays qui ne pouvait même pas sauver son père. Elle vit de ses propres yeux l'impact du favoritisme, du manque d'investissement, de la politisation de la médecine. Un pays où le ministre se soigne à Genève tandis que le peuple meurt à Douala n'est pas un pays, c'est une tragédie, murmura un patient en la voyant effondrer. Le drame devint politique. Elle assista à la conférence de presse du ministre de la Santé qui niait toute crise présente des chiffres glorieux. Notre système est résilient et performant, disait-il. Elle dit, regarda l'écran, ses yeux rougis par les larmes. Est-ce cela la performance? Enterrer son père à cause d'une panne? Ce fut la nuit la plus longue de sa vie. Le pays qu'elle voulait servir avait trahi sa foi. Et elle se jura alors de ne plus jamais se taire. Quand les tambours de la douleur résonnent, même les muets apprennent à crier. Proverbe africain. L'éveil d'une colère. Quand la pluie tombe sur un seul toit, le voisin doit quand même se préparer à l'orage. Proverbe Bamileke. Le deuil ne tua pas la rage d'elle dit. Il l'amplifia. Dans les jours qui suivirent l'enterrement de son père, elle transforma son chagrin en feu. Son poste dénonciateur devint viral. Des centaines de jeunes médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, tous chômeurs comme elle, commencèrent à partager leur histoire. Un mouvement naquit. Blues sans emploi. Une page fut créée. Des vidéos de témoignages circulèrent. Chaque semaine, un nom, un visage, une histoire, des promesses dessus. Des familles ruinées pour un diplôme devenu ornement. La révolte des silencieux est toujours la plus bruyante. Ils organisèrent des sit-ins pacifiques devant le ministère de la Santé. Les forces de l'ordre furent envoyées. Des gaz lacrymogènes remplacèrent les discours. Les matraques répondirent à la demande d'emploi. Elle dit fut interpellée, amenée, menacée, relâchée. Tu veux devenir une autre figure de la subversion? Lui glissa un commissaire. Mais elle ne céda pas.
Si parler de justice est de la subversion, alors je serai leur cauchemar, répondit-elle. Les jours suivants, les syndicats restèrent muets. Les partis politiques d'opposition offrirent un soutien tiède, mais la rue, elle, était de son côté. Les taxis klaxonnaient en signe de soutien. Des mères priaient pour elle. Des jeunes criaient son nom. Un peuple qui ne lève pas la voix pour ses enfants mérite le silence de sa postérité, écrivit-elle sur un mur. Ce n'est plus juste elle dit le médecin sans emploi, c'était elle dit la flamme, celle qui refusait de mourir en silence. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus seule. Là où les fourmis s'unissent, même l'éléphant peut trembler. Proverbe africain. Le mur du mensonge. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. Proverbe africain. Le gouvernement, piqué au vif par l'écho grandissant du mouvement Blues sans emploi, décida de réagir, pas par des actes concrets, mais par des manœuvres politiciennes. Les médias d'État furent mobilisés. On diffusa les images d'hôpitaux repeints en urgence, d'inaugurations théâtrales où l'on coupait du ruban sans ouvrir de véritables postes. Quand on n'a rien à offrir, on offre des cérémonies. L'achat, elle dit, en regardant l'écran. Elle voyait les mêmes visages ministériels, les mêmes discours vides et surtout la même hypocrisie. On invita même quelques jeunes médecins triés sur le volet, ceux qui ne dérangeaient pas. À un forum de dialogue, elle dit, n'en faisait pas partie. Un jour, elle reçut une proposition étrange, intégrer un comité consultatif à condition de modérer sa rhétorique. Elle refusa net. On ne soigne pas une plaie béante avec un pansement de mensonges, dit-elle face caméra, lors d'un direct qui atteignit des milliers de vues. La pression monta. Les proches lui conseillèrent la prudence. Certains amis prenaient leur distance. Un de ses anciens professeurs, pourtant admiré, l'appela en privé pour lui dire, elle dit, tu vas te brûler les ailes. Le système ne change pas. Il écrase. Mais elle n'en démordit pas. Si la peur fait taire les justes, les corrompus chanteront à pleine voix. Les représailles furent subtiles d'abord. Des dossiers de plaintes anonymes, les rumeurs lancées sur les réseaux sociaux, des menaces voilées, puis vinrent les coupures d'électricité chez elle, les appels nocturnes silencieux. Pourtant, elle continuait. Mégaphone à la main, blouse sur les épaules, elle marchait, elle criait, elle réveillait. Quand le peuple dort, les politiciens dansent. Quand le peuple se lève, les trônes vacillent. Un matin, un jeune médecin membre du collectif fut retrouvé tabassé. Aucun communiqué, aucune enquête. Le silence de l'État était plus assourdissant que les coups. Mais cela ne fit que renforcer la détermination du groupe. Dans la rue, les slogans changeaient. Ce n'était plus seulement pour l'emploi, c'était pour la dignité, pour le droit de vivre dans un pays qui respecte ses enfants. Elle écrivit alors une lettre ouverte adressée au président de la République. Monsieur, je suis de cette jeunesse que vous avez vantée dans vos discours, celle que vous avez appelée espoir de la nation. Pourquoi donc nous traitez-vous comme des nuisibles quand cet espoir réclame un avenir? La lettre fut relayée partout. Et alors, quelque chose changea. Lentement, un frisson dans l'air, une tension palpable. Les rues n'étaient plus indifférentes, les regards n'étaient plus résignés. Lorsque la vérité s'accroche aux lèvres du peuple, aucun palais n'est à l'abri. Le poids des jours. Quand le cœur est lourd, même les pas les plus simples deviennent des montagnes.
proverbe africain. Les jours passèrent et la tempête en elle refusait de s'apaiser. Malgré les cris, les marches, les vidéos, malgré l'éveil naissant de la jeunesse, rien ne changeait réellement. Les murs du ministère restaient sourds, les journaux se lassaient et l'euphorie virale s'effilochait. Eldy se retrouvait face à elle-même. La colère l'avait portée, mais l'usure guettait. Chaque matin, elle devait se battre contre la tentation du silence, contre le désespoir qui s'insinuait lentement, comme une brume. Même les guerriers pleurent quand personne ne les regarde. Elle passa ses nuits à répondre aux messages de jeunes diplômés qui, comme elle, se sentaient trahis. Certains avaient tout abandonné. D'autres songeaient mais à mettre fin à leur jour. Elle se sentait utile, mais impuissante. Elle voulait les sauver tous, mais elle n'était qu'une seule voix. Les manifestations s'intensifiaient, mais la peur s'installait aussi. Plusieurs membres du mouvement furent renvoyés de leur stage hospitalier. D'autres vinrent leur candidature égarée et la roue mercureuse. On surveillait leur téléphone, leurs réunions, leurs parents. Un soir, un membre du groupe, Simon, ne répondit plus. On le retrouva 2 jours plus tard dans un état second, battu, humilié. Aucun témoin, aucune plainte, juste la peur dans ses yeux. Quand un arbre tombe dans la forêt et que personne ne l'entend, cela fait-il du bruit? Elle dit n'arrivait plus à dormir. Elle se sentait responsable. Simon était son ami. C'était elle qui l'avait entraîné dans cette tempête. Elle se demandait si elle n'allait pas trop loin, et si cela valait le prix. Mais sa mère, silencieuse depuis la mort du père, lui dit un matin en lui servant du maïs rôti. Tu sais, ma fille, quand j'étais jeune, on disait que les femmes doivent se taire. Mais j'ai vu ton père se battre pour que tu aies ce diplôme. Tu ne te bats pas seulement pour toi. Tu rends sa mort utile. Et ces mots suffirent. Elle dit compris que le combat ne devait pas être spectaculaire pour être important, que la lenteur du changement ne signifie pas l'inutilité de l'effort. Le ruisseau ne brise pas la pierre par sa force, mais par sa persévérance. Elle recommença à écrire, pas pour dénoncer cette fois, mais pour raconter. Elle publia des récits de jeunes médecins oubliés, des portraits, des douleurs, des rêves brisés. Elle leur donna des noms, des visages, des voix, et les gens lisèrent et pleurèrent. Elle ne voulait plus juste crier, elle voulait faire comprendre. Et dans cette forme d'action plus douce, plus intime, elle trouva une paix nouvelle. Pas la résignation, une paix de guerrière qui choisit ses batailles. Le feu n'est pas toujours bruyant. Parfois, il couvre en silence, attendant le bon moment pour embrasser la plaine. Le dernier cri. Quand la bouche se ferme, c'est que le cœur s'est épuisé à parler. Un matin brumeux, elle dit disparue. Pas de message, pas d'alerte, rien. Sa mère, inquiète, alla frapper à la porte de sa chambre. Vide. Le lit était fait, la fenêtre était entr'ouverte. Seule une lettre était posée sur la table. Je suis vivante, mais je suis fatiguée. Je vais dormir un peu. Ce n'est pas un adieu, c'est une pause. Réveillez-moi si un jour ce pays apprend à écouter. Les réseaux s'enflammèrent, des foules se rassemblèrent. On la retrouva quelques heures plus tard, allongée sous un manguier,
non loin de l'hôpital central, sa blouse posée sur son cœur, les yeux fermés, épuisée, mais en vie. Elle fut amenée en urgence, ironie cruelle, soignée par le même système qu'elle dénonçait. Quand elle ouvrit les yeux, elle sourit faiblement à l'infini, posant la question: est-ce qu'on a commencé à écouter? Et dans cette question, tout était dit. Le silence d'un juste est une prière, mais son cri est une renaissance. Proverbe africain.